La revue de presse avec vous, Hélène Fradre. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une, la répression qui s'est abattue en Égypte sur les opposants du président El-Sisi après les manifestations du week-end dernier. Le site Middle East Eye fait état, Pauline, de près de 1400 arrestations depuis vendredi dernier. Parmi les personnalités arrêtées, le professeur de sciences politiques de l'Université du Caire, Azem Hosni, qui a fait partie de l'équipe de campagne de l'ancien général Sami Hannan, candidat à la présidentielle en 2018, lui-même arrêté et emprisonné après avoir annoncé sa candidature. Arrestation aussi d'Hassan Nafaha, un autre professeur de l'Université du Caire, qui s'était quant à lui montré très critique vis-à-vis du gouvernement dans la presse, ainsi que de Khaled Daoud, l'ancien responsable du Parti libéral d'opposition Al-Dostour. 6 ans après s'être emparé du pouvoir, Abdel Fattah el-Sisi recrée les mêmes conditions que celles qui ont nourri la première vague du printemps arabe de 2011, selon Middle East Eye, qui cite notamment les récentes révélations sur les palais du président Sisi, des révélations qui auraient électrisé un peuple plongé dans la pauvreté ou sur le point d'y plonger, je cite. Après 6 ans d'hiver, le printemps arabe est de nouveau en marche, une marche lente mais que personne ne pourra arrêter. Le rideau va-t-il tomber sur Sisi? Ce pourrait bien être son dernier acte, espère le site. Le printemps arabe, Hélène, qui est aussi passé par la Libye, toujours plongé dans le chaos 8 ans après. L'envoyé spécial de Libération a tenté de prendre le pouls du pays en se rendant à Tripoli, où l'offensive du général Haftar, l'homme fort de l'ouest de la Libye, a été stoppée aux abords de la capitale par les forces pro-gouvernementales. Alors que le conflit s'enlise, sans qu'aucun camp ne parvienne à prendre définitivement le dessus, le journal raconte comment la bataille de Tripoli a, là encore, réactivé les clivages de 2011, nés pendant le soulèvement qui a conduit à la chute de Kadhafi. Ces acteurs semblant aujourd'hui rejouer la révolution, avec d'un côté les défenseurs de Tripoli qui invoquent la protection du 17 février, la date de l'insurrection, la lutte contre la dictature et le combat pour la liberté et la démocratie, auxquels ils ajoutent désormais la légitimité internationale. Et de l'autre côté, les partisans de Haftar qui en appellent au retour à l'ordre, à la lutte contre le terrorisme et à la libération des institutions, je les cite. Mais derrière ces slogans et ces mythes brandis par les deux camps, constate Libé, on retrouve surtout des rivalités tribales, des intérêts économiques et des rancœurs hérités de la Révolution. Interrogé par le journal, un analyste prévient « La réconciliation doit être pensée dès aujourd'hui, sinon la Libye n'en finira jamais avec la guerre ». Dans la presse française également, les conclusions alarmantes du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont le rapport a été publié hier. D'après Le Monde, les experts ont évalué les conséquences du réchauffement climatique sur les mers et les zones gelées et ils alertent sur les effets de la hausse des températures sur ces écosystèmes vitaux. Selon le GIEC, si l'on ne fait rien, à la fin de ce siècle, le niveau des eaux pourrait monter jusqu'à 1,10 m, alors que si on respecte les accords de Paris, c'est-à-dire si on limite le réchauffement au-dessous des 2 degrés, cette augmentation pourrait être contenue entre 30 et 60 cm. Si l'on ne fait rien, des centaines de millions de personnes à travers le monde sont menacées à terme, annonce Le Figaro, en prévenant qu'ignorer cette nouvelle alerte des experts du GIEC serait évidemment une erreur. La solution qu'ils préconisent, la réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, ne devrait pas nous faire peur, car elle est non seulement possible, mais elle constitue aussi une formidable opportunité de croissance pour l'économie, plaide le journal, qui invite la France à avoir l'audace d'inventer les solutions de demain. La France, Hélène, dont le littoral est menacé par la montée des eaux. De Soulac à Palavas, en passant par Dunkerque et les Antilles, Libération s'est penchée sur les conséquences de cette submersion qui vient et sur la façon dont les côtes françaises pourraient s'en protéger. Le journal rappelle que le réchauffement a d'autres conséquences tout aussi dommageables, telles que l'acidification des eaux et le renforcement des tempêtes. Un jour, prédit Libé, les sceptiques professionnels se souviendront des moqueries adressées à la jeune Cassandre suédoise, Greta Thunberg. Cassandre, dans la mythologie grecque, avait raison. On ne se quitte pas là-dessus. Avant de nous dire à très vite, Pauline, je vous propose de jeter un cil au Figaro, qui rapporte que le musée itinérant des aliments dégoûtants est en ce moment, et jusqu'à dimanche, à Nantes, c'est dans l'ouest de la France. Son objectif, présenter 80 des aliments les plus dégoûtants au monde pour questionner la dimension culturelle de l'alimentation et le rapport du visiteur à ce qui est mangeable ou pas.
Testicules de taureau, Pauline, cœur de cobra, vin au souriceau. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Sachez que la gastronomie française n'est pas oubliée. Steak tartare, escargot, roquefort et poisse ou encore foie gras. Quel délice. Peut-on comparer du foie gras à des testicules de taureau, Hélène ? C'est une question de goût, Pauline. C'est une question de goût culturel, visiblement. Merci beaucoup, Hélène, et à très vite dans Paris Direct.